Okay, ladies and gentlemen, good morning and thanks for being with us. I am Florence Noiville. This is my name. I'm the foreign fiction editor of Le Monde des Livres, which is a literary supplement of Le Monde in Paris. And I have the great pleasure and honor to be in conversation this morning with two prominent authors. One coming from the States, Laura Kosciuszko. Hello. Welcome. And another coming from France. Well, but I know you've lived in so many parts of the world. Lola Lafont. So thank you both of us for being here. The conversation will be half in English, half in French. Laura obviously speaks English, but and she apologizes. You don't have to. Because I'm sure everybody understands. And Isabelle, in any case, Isabelle, the precious Isabelle, is there, who is going to translate the French to you. I'm not listening to music or something. You have your earphones, right? Excellent. Excellent. So, let me introduce you both briefly. Laura, you were born in Grand Rapids, Michigan, and you started with poetry. I remember interviewing you in New York a few years ago, and you told me, yeah. Oh, you had totally forgotten. Uh-oh, I see. No, we saw each other since. Associated with New York for me now, so I see contacts. I wanted to say that I remember you telling me at that time that you were viewing yourself as a poet, first of all, and this is how you started with poetry in 1991. You published your first collection of poems called Wild Brides. In 1996, that's 23 years ago already, your first novel came out called A Suspicious River, which was published in France by Christian Bourgois, like most of your books actually, and made into a film. Since then, you never stopped publishing novels like The Life Before Her Eyes, White Bird in a Blizzard, Mind of Winter, and others, but also short stories. If a Stranger Approaches You, that's one of the most recent collection, chez Page à Page, and poetry. And for those books of poems, you did win the National Books Critics Circle Award in 2011. Am I right? Yes. And to your right, Lola Lafont, whom I think I do not really need to introduce, because you probably all of you know about this very accomplished young woman who is at the same time dancer. Started with dance, but then became a musician and a writer and a composer. Et c'est là peut-être qu'il faut que je parle français, je sais pas. Donc, vous avez écrit 5 romans, Lola Lafont. Vous avez commencé en 2003, je crois, en tout cas pour la publication du premier. Ça s'appelait Une fièvre impossible à négocier. C'était chez Flammarion, avec Frédéric Becbédé, je crois, comme éditeur. Le plus célèbre d'entre eux pour le grand public s'appelle La petite communiste qui ne souriait jamais. Ça, c'est chez Actes Sud en 2015. Et récemment, qui vous a valu un beau portrait dans le monde des livres, Mercy Mary Patty. Ça, c'était chez Actes Sud en 2017. Alors, on vous a réunis parce que, Lola, en particulier, vous avez écrit sur Laura et vous avez écrit un très joli texte qui résume bien l'atmosphère de Laura et l'intérêt de tout ce qui fait l'intérêt très saillant et très original de ces livres. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez découverte ? Moi, je crois que je l'ai lu depuis Suspicious River, et peut-être un peu plus tard que la parution. J'étais étonnée d'entendre la date de parution. Je crois que je l'ai découverte 10 ans après, quoi.
un peu comme ça. Donc je sais pas comment, on sait jamais comment un roman arrive. Voilà, c'est ça, on sait pas. En revanche, je sais que j'ai tout lu par la suite et que ce qui m'a vraiment frappé dans le premier directement, c'est effectivement la rythmique. Je savais pas du tout que Laura était poétesse et donc la rythmique, l'ambiance, c'est un peu stupide, mais comment dire, la cadence, vraiment la cadence de l'écriture. Et ce qui est rigolo, c'est que je les vois là, les éditeurs des nouvelles de Laura et du dernier Eden Springs, en fait. Ils m'ont demandé de faire la postface. Et là, j'ai dû vraiment me pencher sur tout. Thank you again for doing that. Welcome. Et c'était intéressant de voir effectivement, comme on se croise sur les portraits de jeunes filles, qui n'ont l'air de rien parfois, et qui sont traversées par je sais pas, j'ai envie de dire qu'elles sont juste traversées en fait, parce que c'est pas du tout de la folie, ou moi j'aime pas trop le résumer elles sont pas bizarres, etc. Elles sont traversées, voilà, c'est pas des êtres, parce que des fois vous lisez des romans, il y a ce sentiment bizarre d'avoir des personnages en carton comme ça, où on peut les regarder devant, derrière, mais pas de profil. Moi j'aime beaucoup comparer la danse et la chorégraphie à la littérature, et pour moi la littérature, dans le meilleur des cas, doit ressembler à la danse contemporaine. On devrait pouvoir regarder un corps sous toutes ses facettes. Pas que, comme en classique que j'adore, mais pas que de face. Et ces personnages, on peut vraiment les observer dans toutes les diagonales. C'est vrai, elles sont traversées, vous avez fait ce geste-là. Ouais. Et moi, j'aurais peut-être aussi fait ce geste-là. Oui. Parce qu'en fait, ça veut dire que sous la surface, il se passe des choses, alors je ne sais pas comment les qualifier, en effet, étranges, bizarres. Est-ce que, Laura, do you agree with what Lola just said and wrote about your work? Well, is that on? No, I'm having some Have mine. Is this, no, this one. It works. It works. Okay, all right. I'm sorry. Now, does this work? I can't. Oh, well, I should take these out of my ears because I can't hear myself. So, but that wonderful, thank you for translating that. Was great. Well, I feel that way very much too. As you know, I only have access to so much of Lola's work because so much of it has not been translated. But I would say that, that I feel the same way, that there's, and of course, what you wrote for and about my book is, that's exactly how I would want to be read, and you're my ideal reader, but then that you would be so generous as to say that is very meaningful to me. But I, what you were saying about the shared interest in female lives, or in particularly young women or girls. What I so appreciate about your approach to that subject matter is that it's, I think, there's so much honesty there, and I think, I'll read and I think, oh, she gets that, or she did that too, or that you, it's not, that there are social pressures and there are great problems caused by this, but that, young girls and young women aren't without agency and are not incapable of, bad behavior themselves, or, aren't just, something onto which things are that something's done to, or onto which anything can be projected, or but that they're in participation with the world around them. Right, and Lola just said that those young girls, they were traversées, that's the word she used in French. That means that something was going through them. What is this something that she did not define?
I think she would need to define that for me. Or you too. Oh là là. Both of you can try together. Je réponds. Oui, si vous voulez. C'est dur. Si je savais, j'écrirais plus de romans. Donc en fait, honnêtement, c'est-à-dire évidemment, puisque c'est une enquête, c'est une quête quoi, de continuer à créer des personnages. Moi, je m'intéresse à ce qui est rétréci, en fait, ce qui, d'une certaine façon, aux choses qui sont larges au départ et qui sont rétrécies par une norme, par une injonction. Donc, effectivement, la voix des jeunes filles, moi, c'était au centre de mes 2 derniers romans, c'est une voix qu'on n'entend pas ou qu'on réécrit sans cesse. C'est-à-dire qui est la voix de Patricia Hearst est totalement réécrite pour de bon. C'est-à-dire on dit non, elle ne dit pas ce qu'elle veut dire, elle ne pense pas ce qu'elle dit, mais ça c'est général, c'est-à-dire cette sorte une exagération de la réalité. Et ce qui m'intéresse, c'est la volonté d'une société qui, c'est pas qu'elle n'entend pas, c'est qu'elle réécrit. Et donc traversée par une injonction au rétrécissement, pour moi une injonction, oui vraiment à se lisser quelque chose de... Alors, est-ce que vous auriez, pour ceux qui n'auraient pas lu ce roman inspiré de l'histoire vraie de Patricia Hearst, est-ce que vous auriez un exemple de rétrécissement à nous donner pour que ça s'incarne ? Oui, j'en ai beaucoup, mais dans Mercy Mary Patty, donc dans ce roman, il y a un personnage qui s'appelle Violaine, qui est la jeune fille, qui est une petite ville de France, au milieu des années 70, une petite bourgeoisie. 68 n'est pas passé par là du tout, en fait, parce que c'est vraiment la province où 68 n'est pas passé partout. Et finalement, elle est d'une banalité qui, moi, m'intéresse. Et la seule chose qui s'exprime en elle, qui est brutale, c'est le fait qu'elle ne mange pas. C'est le refus de consommer, c'est l'anorexie qui est le seul langage qu'elle peut se permettre. Ça m'intéresse, la façon dont les personnages, et les femmes en général, utilisent si peu de mots et où leur corps raconte des choses tellement souvent monstrueusement brutales. Bon voilà, après j'en ai beaucoup d'autres sur la vraie Patricia Hearst dont j'ai traduit tous les messages, qui est kidnappée, une fille, enfin vous connaissez peut-être l'histoire, qui est kidnappée, qui rejoint ses ravisseurs qui étaient des révolutionnaires, alors de son plein gré ou pas, voilà. Mais au moment où elle juge son père en public, où elle juge la société américaine, où elle a clairement quelque chose à dire, il n'y a personne, que ça soit du côté des révolutionnaires qui la rhabillent en super révolutionnaire ou de l'establishment qui dit non mais évidemment elle est envoûtée, personne ne peut entendre. Voilà. Does she, this character that Lola just described, does she resonate with yours, and to what extent? Oh, I think that she must resonate with anyone who's been a young woman. I'm just really intrigued by what you said about what the body can. I think that, that I have not really gone there in thinking, I haven't really thought about that, but also how much we can know about someone without it, how many ways people express themselves, their anger, their despair, their joy, without any of the sorts of things we associate with a smile or violence, but instead and then that kind of self-destruction as a way of, it makes me think sometimes about hurting yourself, some of these the cutting that goes on, well, often that scene is it's a cry for help, but also perhaps it's a way of preventing oneself from hurting someone else. I want to do violence, but I'm, a good person, and I'm a girl, and I'm going to do it to myself. But because I won't, I'm not going to, the Columbine shooters did not harm themselves. Well, they did, of course, in the end, but they needed to express that, not, just by self-harm. C'est d'ailleurs intéressant pour rebondir sur ce que dit Laura, que les femmes en prison, en fait,
la plupart des femmes qui sont en prison, quoi qu'elles aient fait, ont été victimes de violences. Ce qui n'est pas forcément le cas des hommes. C'est compliqué le rapport des femmes et de la violence. Et je pense au personnage de Esprit d'hiver. Un petit peu comme à chaque fois, elle a l'air complètement... Enfin voilà, elle a une sorte de banalité, petite bourgeoise, plutôt sympa. Et la façon dont la frustration de ne pas écrire est exprimée plusieurs fois dans le roman. Elle n'a pas pu écrire, elle a été empêchée d'écrire. Et pour moi, c'est vraiment un indice, enfin une sorte de serpent dans tout le livre de la rage accumulée, mais qui ne trouve pas d'expression, à part... on ne va pas raconter la fin. Il ne faut jamais raconter la fin de ce roman. Mais voilà, il y a quelque chose de très rentré, mais qui est là tout le temps. Comme d'ailleurs dans Une vie devant ses yeux, en fait. Enfin là, c'est un peu plus compliqué, mais... ce corps parfait, enfin en adulte, en tout cas, pareil, il ne faut pas raconter la fin. Voilà, elle est obsédée par ce qu'elle présente aux autres. Obsédée. Il y a une obsession de est-ce que ce que je présente a une faille ou pas Donc, oui, suppression, suppressed memories, untold things, what else? Denial, obsessions, all this is at the center of your work. And I was wondering, what is that you think at the very root of this deep interest, deep down? What do you have a vague idea? I think I'd need a psychoanalyst. It happens like this. No, I remember. I'm asking because we talked about psychoanalysis, and you said that it was everywhere in your books. I haven't had any psychoanalysis, no, but I'm not. That's not what I'm asking. But I was interested in that. But I'm not a scholar of it either. I just think that it resonates with me. The idea of the subconscious is, I think I come to that through poetry too. Writing poetry. But do you know why it resonates so hard? I don't know. And as a matter of fact, I was teaching a class once. It was an introduction to drama. We were reading plays. And I was teaching Oedipus and A Doll's House. And I can't even remember what else, but one of the students said at the end of the semester, it was so interesting how all the plays you taught were all about repressed memories or denial. I was like, oh, they weren't they? I just thought I chose them kind of randomly. But I know nothing, psychological or physical about the mind that anyone else doesn't know who hasn't, read an article in Psychology Today once. And but the idea that there are things that we know that we don't know, and that they dictate things that we may do and choices we make, and we may never know in what ways what has been, what is in our subconscious minds has influenced what we have done, thinking we're making our own decisions. To me, that's so fascinating, but I have no thesis about it. I just find it. I feel that it's just a truth, and I look for it in other people, and I psychoanalyze my friends, and so my husband gets a lot of that. But I don't have any kind of philosophy about it. Just. And yet, when we met again, I remember you telling me that you were working on a novel on Vienna at the end of the 19th century. And Freud. Did you give up this project, or are you? I don't remember that. So perhaps I guess it's a total fantasy of mine, and I made it up.
No, weren't you? Or maybe it was an article. Anyway. Maybe it's this kind of a moment where you Maybe don't know what you're working on and someone asks you and you just tell him, Whatever whatever, you just a little Yes. thing on it and say, yes, I'm working on To something. just get rid of the journalist and feed her or him with something. Okay, I can I might have said understand that I was that. reading. I don't blame you. And Lola, are you interested in psychoanalysis and what Laura just said? Interested as a person? As a or writer. As a writer. Il faut que je parle en français peut-être? Ah ben, comme Je sais pas. Oui. Oui. Est-ce que je suis intéressée? C'est compliqué en fait parce que j'ai vraiment un problème avec l'idée d'une littérature, par exemple, réparatrice. Tout ce qui est... J'aime la littérature, évidemment, et donc tout ce qui est instrumentalisation de l'écriture vraiment me gêne. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on écrive pour se débarrasser de quelque chose, ou en tout cas, ça c'est bien pour le journal intime ou quoi que ce soit, mais sinon, on passerait pas des années à se poser la question d'une phrase ou d'un paragraphe. Enfin, je veux dire, ça serait fou. Donc, d'une certaine façon, non. D'une certaine façon, je repousse le côté de psychologie dans la... J'aime pas quand on me décrit... Je déteste quand un personnage est psychologisé, c'est-à-dire un côté, il était mélancolique, ça me saoule, Je suis attentive à... D'une certaine façon, un personnage, pour moi, c'est comme la rencontre avec quelqu'un, là, c'est-à-dire il faut que je décèle dans ses habits, dans sa manière de parler, dans son appartement, dans ses tapis, ses disques, qui c'est? C'est ça, un personnage. Et donc, la psychanalyse, pour moi, et la littérature sont... Il y a quelque chose, enfin, en tout cas, comme processus. Mais en revanche, je crois qu'écrire, c'est un processus inconscient aussi. Et que je crois que quand on est obligé de... Ce qui est un peu la mode, de devoir expliquer ce qu'on écrit, je crois qu'on baratine, quoi. Parce qu'on ne sait pas. Dans le meilleur des cas, on ne sait pas. Il vaut mieux ne pas savoir. Un peu. Tous les grands écrivains le disent. Et Picasso aussi disait, si je savais où je veux arriver, je ne le ferais pas. Et je pense que ces romans sont particulièrement réussis parce qu'il n'y a pas d'explication, quoi. Thank God. You're not self-aware of what you're doing. And you don't want to be, which is good. No, it is good because I don't think I would be able to. Yeah. Mais la chose qui me frappait dans ce que Laura disait, c'était elle aussi, elle veut savoir qui sont ces personnages. Et elle, bien sûr qu'elle s'intéresse à ce qu'ils portent, à leurs disques, à leurs tapis, etc., pour reprendre votre... Mais elle disait aussi, j'essaye d'atteindre peut-être une dimension derrière tout ça, qui est par quoi ils sont mus de profond et d'invisible. Et ça existe chez vous aussi. Oui, mais c'est un petit peu comme pour nous-mêmes, on n'en est pas conscient, c'est-à-dire que y a quelque chose de terrible chez les gens qui font 25 ans de psychanalyse, c'est qu'ils ont l'air de pouvoir, ils vous racontent qui ils sont, et en réalité, comme on est en mouvement, je crois qu'on est en mouvement, j'ai pas une idée de déterminisme, on n'est pas bloqué, donc cette version-là, elle fait partie de 1000 versions de la réalité. Tout à fait. Et donc c'est pareil pour la littérature, c'est-à-dire oui, ils sont mus par quelque chose qui devient quelque chose d'autre, etc. Donc, il n'y a pas de rapport de conséquence. Enfin, je ne sais pas comment dire, j'arrive pas à expliquer à un personnage, il a vécu ça parce que ça. Snow White being rescued by dwarves, and it's just that, female vulnerability. It's in the work. I appreciate that, and I appreciate female vulnerability, but I also appreciate I almost called you Olga, I appreciate about Lola's approach is that these are humans doing things as well as having things done to them, and that can really be missing in a lot, even work by women who believe that they're feminist writers. I think sometimes the characters, the female characters, aren't as fully human as we allow some male characters to be. They don't have bad thoughts. They don't say snarky things. They they suffer. Lola, je vous vois. Ouais, je suis totalement d'accord. Vraiment, c'est important ce que dit Laura. Et effectivement, je me rends compte au moment où elle parle que c'est peut-être ce que j'aime dans son travail.
c'est vrai que les personnages féminins, par exemple, souvent, n'ont pas d'odeur. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, l'idée même qu'une femme dans un roman sente la transpiration quand elle fait du sport, ça a l'air fou. Et c'est-à-dire qu'il manque vraiment un aspect. Alors ça, je parle vraiment d'un truc physiologique, mais l'idée de c'est compliqué, hein, les histoires de victimes et tout ça. Mais c'est vrai que j'aime les victimes coupables, en fait. Et je travaille encore dessus. Je me rends compte. Là, je me dis, t'es encore en train de faire ça. Mais une fois, on m'a demandé pourquoi mes personnages féminins étaient antipathiques. Et ça m'a choquée. Parce que moi, évidemment, je ne les vois pas du tout comme antipathiques. Mais comme Laura dit, ce sont des personnages complexes, dans le sens où vous êtes complexe, où on est complexe, n'importe qui. Et c'est-à-dire que tout ne va pas ensemble, comme dans une version complètement réécrite. Et donc, oui, les choses se contredisent, elles se choquent. Et le fait de déclarer ça antipathique, pour moi, c'est déjà un vrai problème, quoi. C'est, je pense vraiment au personnage dont j'ai déjà parlé, mais dans Eden Springs, par exemple, il est à la fois complètement clair que le prêcheur, que le David est un sale type. Voilà, mais il y a aussi le désir de le suivre, qui va, mais c'est normal, ça va très bien ensemble. Et c'est les deux. Et la possibilité aussi, sur laquelle moi j'ai travaillé avec Mercy Maripati, la possibilité que d'une chose horrible advienne quelque chose de formidable. C'est souvent ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, oui, à un moment donné, il y a un kidnapping, et pourtant ça mène à une libération. Oui, il y a un prêcheur, il garde les gens sous emprise, et pourtant, il bâtit quelque chose. Moi, j'aime bien les choses comme ça, en fait. Et alors, qu'est-ce qu'une victime coupable ? Une victime coupable, et ça n'enlève rien à la victime. Mais c'est justement ça, c'est l'obligation. Voilà, j'aime pas l'idée de devoir fabriquer des super victimes. C'est-à-dire une innocence absolue, ça n'existe pas. Vous êtes en train de nous dire que vous n'aimez pas les personnages monolithiques, mais ça, quel écrivain nous dirait le contraire ? Il y en a beaucoup quand même. Enfin, mais une victime coupable, c'est banal. C'est effectivement, je sais pas, Anna Karenine est une victime coupable. Et vous aviez juste levé un tout petit coin de voile sur votre prochain livre en disant « Je m'aperçois que je suis encore en train de travailler sur une victime coupable ». Vous pouvez nous en dire plus ? C'est le moment difficile. Je sais pas, c'est compliqué. Mais disons que... Non, je n'arriverai pas à en parler maintenant, mais... effectivement, c'est l'impossibilité de... C'est toujours pareil, en fait, c'est toujours le même thème, mais c'est quand on parle d'une rencontre qui bouleverse, par exemple. Une rencontre qui bouleverse, ça peut être une rencontre qui détruit, et elle bouleverse. Et elle métamorphose. Mais voilà, et bon, enfin, je vais rester très vague parce que j'arrive pas du tout à parler de ce que je suis en train de faire, donc si je savais, en fait. Right. Yeah, I feel that way, and sometimes I feel. I mean, that is what writer's block is overthinking it and have. I mean, for me, I'll come to a point. You probably do too. You know, where I've written a lot of pages, and it's very sort of where I'll make a bit of an outline. I never follow the outline, but I have to organize it. But otherwise, I just write the way I would read. I don't know what's going to happen next. I'm just following this. I'm just, but it's about what I feel in your work is like figuring out who this person is. So when you figure that out, then you figure out what will happen, what the plot and the atmosphere and the, society is, how this character will interact with those things. And would you agree with Lola that your female characters are both victim and coupable? That is, in victims and culprits and what? And guilty? Yeah. Yes, I very much like the way that you put that, and also I didn't want to say when you were asking what I appreciate about your writing, it's that I do think, I don't know if it's a cultural American difference, but I so like that I love that your characters don't have to be lovable or likable. I don't
not like them because I still like them, but but in the U.S. is very much an unlikable narrator or an unlikable protagonist, especially if she's unlikable and she's a woman. It's the first thing that will be said about the book. Oh, she's a very unlikable, character at the center of this who does very unlikable things. And well, if you ever sat around with myself and my female friends, many of whom are extremely likable, but you just heard us talking, you would think, these aren't likable people. They're saying, Exactly. Sarcastic things or bitter things or, Do you mean that, sorry, No. that when you come up with an unlikable female character in a book, you could have trouble publishing it? Well, I think I have had some trouble publishing. I think that there's. For that has that been reason. Yeah. Well, I don't know. Probably, editors or my agent are being nice because it sounds better to say to the writer, your character's not likable than your novel is bad. So, it's easier to take. I see. That's what's so bad. But I don't think, at heart, I don't know if that's been a problem. But it's just said. I was said to me. I've had many writer friends who've said that they were criticized. I've read a lot of reviews of books that I loved that were condemned as having such unlikable major female characters, and is that not the case in France as much? But you said that people say that to you as though it's Oui, remarkable. yeah, or people something. say that, but I hope I never heard a publisher say that, but maybe they thought about it, but didn't tell it. No, But, I don't. je l'ai I lu. don't. Je l'ai. Enfin, je sais pas si par exemple, est-ce que Mrs. Dalloway est sympa? Je n'ai jamais pensé à ça. J'aurais envie de dire qu'on s'en fout complètement. C'est- C'est ouais, pas- c'est ça. it's not Mais- the point, but it happened No. to me. I once featured a kleptomaniac old woman, and they told me she's not sympathetic. No, she's amoral. what we would love about she's her. amoral. She's old, and it doesn't matter. You did pronounce the word feminist. And I was wondering if both of you would say that, in a way, to a certain extent, you do write feminist novels, if it means anything. I just don't know what the word means. I guess. me neither. But I wanted to hear it from you. And No, I just it depends on. I just write about what I'm interested in. It's not really I'm not part of a movement or anything, but. Lola gave an example of you notice that in most novels they smell this perfume. Moi, je pense pas que le féminisme est un gros mot. Étant donné que j'écris de la place à laquelle je suis, à laquelle j'observe les choses, j'imagine que ma place est, enfin, selon la définition de Rebecca West, en fait, du 19e, c'est assez ancien. Elle disait qu'on la traitait de féministe à chaque fois qu'elle n'acceptait pas de se faire traiter comme un paillasson. Donc, oui, j'imagine que oui, mais de la même façon, je répondrai un peu comme Laura, c'est-à-dire que un roman n'est pas là pour trimballer une idée, même pas une idée, quoi. Donc, c'est pas ça, c'est pas une idéologie. Donc, mais en revanche, je pense qu'on écrit de la place à laquelle on est, et que celle-là, elle est. Si vous parlez d'inconscient tout à l'heure, elle est là, et que effectivement, je n'ai pas envie de créer des personnages qui nourrissent, pour moi, des choses détestables, par exemple. Je n'ai pas envie de créer des personnages qui nourrissent des idéologies qui m'embêtent, quoi, par exemple. Donc là, oui. Vous avez dit écrire est un affrontement. J'ai dit ça. Oui. Ça, j'en suis sûre. C'est dingue. I said I was writing about Vienna. You're right. So we're liars. En fait, c'est une vraie fausse interview. Non, où non, je mais c'est- projette. No wonder our characters are so unlikable. Ok.
Eh ben oui. Non mais si. Enfin, oui. C'était autour de l'idée que écrire, c'était aussi emmener le lecteur vers une zone d'inconfort ou le sortir de sa zone de confort. Mais là encore, il n'y a pas de volonté. C'est-à-dire, je me suis jamais dit, tiens, je vais faire un truc très très compliqué, ça va bien les faire chier. Je me suis jamais dit ça. Mais vous pouvez le faire sans plan. Et regarder rétrospectivement. Non, mais ce que je me dis, c'est que certains... moi, je n'ai pas l'impression que j'aime uniquement raconter des histoires. J'aime la façon dont les choses sont racontées. Ça m'intéresse. Moi, je suis très très passionnée par justement de les chemins. Donc, les chemins. Chemins de l'écriture. Les chemins de l'écriture ne se ressemblent pas d'un roman à l'autre. Ils empruntent on parlait tout à l'heure d'angle. L'angle est différent parce que sinon, je sais pas, c'est ennuyeux pour moi et pour vous. Et l'angle fait totalement partie l'angle est plus ou moins rétréci, plus ou moins large. L'angle est de travers, l'angle est posé, donc ça influence la forme. Mais il n'y a pas une volonté de produire un objet qui ressemblerait à ça ou ça. C'est-à-dire que ça se passe. Mais il y a une volonté de quoi? En fait, j'essaye de tourner autour d'une impulsion positive. Et il y a une volonté de terminer ce qu'on a commencé. Mais non, mais c'est pas si simple. Et d'être honnête. C'est-à-dire que de pouvoir se dire, alors là, honnêtement, moi, je pense que la chose que je peux faire le mieux, c'est de ne pas répondre à ce que je pense que les gens aimeraient. C'est-à-dire que ça, honnêtement, c'est un truc. Ou les éditeurs, c'est-à-dire de continuer comme si en face il n'y avait personne. Ou une entité large, enfin un truc, voilà. Ça, je pense que c'est important. Mais... Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Si, c'est une excellente réponse, mais c'est à nouveau défini oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. En creux, alors si ça n'est pas ça... Mais bon, c'est très difficile. Et ça rejoint l'idée que mieux vaut ne pas trop savoir en définitive. Probablement. Mais oui. And you, Laura, what are you up to if not on Vienna? If you're not working on Vienna? Well, I've been working on a novel for quite a long time, and Can you disclose something, or is it too soon? I think it's too. I just don't. If I say it out loud, it just does not sound like what I want it to be, what I'm hoping it will be. I'm trying to figure that out, but I mean, I don't like it when other people tell me the plots of their novels, and so I try not to do it just because I know I always think, oh, it's like somebody says, well, there's this man, and he's got this problem. I'm like, that's been written, but then they'll write a wonderful novel. But so I try not to. We all understand, and we won't pressure you. It's already time is flying. Is there any question from? Oh no, sorry, we said. It's too late. Questions from the floor. There's a microphone just behind you. Yes, Laura, thank you very much for being here. Very often in your books, your characters find or see blood, corpse on the road, fresh meat. It's really interesting for me to know if it is a metaphor of something, or it was important for you to share that, or what? Because it's quite strange. It's just where I live. You should come visit. There's just dead animals on the side of the road. I think they recur in my writing because often I'm writing about women who live in the areas that I do or are driving, in the Midwest. And there was a French journalist, I can't remember anybody's name today, but who visited me at home, and she hadn't said that about my writing, but while we were driving to lunch, and as we were driving down, she said, my husband and I talk about it, and she said, what are these beasts on the side of these dead beasts, like these dead animals? And
it's everything, deer and raccoons, and just a lot of cars, a lot of traffic, but we're out in the country, a lot of wildlife too, and so it's just what I see. I think, I think sometimes when I am introducing something, I think in Be Mine, that was criticized, especially by the British who love animals, which is a great thing. I love animals too. I'm not promoting animal death. I hope I'm not celebrating it. But Be Mine was particularly criticized for all the dead animals, there I do think, it was a particular season, and I don't know. I mean, just in where I live, the big sign that spring has really come is when the buzzards are back, because the roadkill has started to thaw, so they have dead animals to eat. And, really, it's spring. The dead are thawing, and the vultures are here to pick at their bones. It's not a metaphor. And my last question is, I really admire in your writing the way you never commit a cliche. You start a sentence, and I say, a cliche. Oh no, at the very end, clack, there is a turn. That's wonderful. When were you aware of that way of writing? When you went in a writing class, or I don't know, it is because of poetry or what? Are you aware of that? That you never commit a cliche? It is for you, Laura. I wish I could write like Lola. So that, okay. Thank you for saying that. I think I resist the sentimental, which is probably also why I don't, why I want characters who seem like real people, not like caricatures or symbols for something, which is why I admire her work so much. But I hope that it would be from writing poetry. I hope that's. That is just, my sensibility, my taste, I guess. I'm not aware of trying to avoid that. But I would say too, again, this is stuff I don't know about myself. I would say that my students will say sometimes, well, you really taught me not to rely on cliches, because I just harp on it all the time, and some, they'll argue with me, well, this isn't a cliche. I'm like, if I say if anyone feels it is, then then maybe it's not, we couldn't look it up on the internet and find it as an example of a cliche, but it came close enough to it that it's not believable, or it's... I have a question for Laura. So I've been emotionally haunted by several of your books. So they had a really deep impact on me, starting with A Suspicious River. So I read it in 2004, I think, and still now, it comes back to me, and sometimes it's very difficult emotions. It's frightening, anxiety. But I love it, but it's very powerful, and I've often wondered how yourself live with it. So, because once you've read it, once you've written it, well, do you push it aside and you work on something else and it's gone? How do you manage to do that? Or do they keep on living with you as they live with us, the readers? Well, thank you for, that means a lot to me, to think that you have my characters in your mind. But I apologize too for any emotional damage I've caused you. And because, no, I don't live with them.
And I just don't. I think that probably, conflict that I have and fears and my anxiety, I address them by writing about these characters. So actually, I get rid of the haunting in some ways. So I should start writing then. Yes, you should. Everyone should. I don't know. You will surprise yourself. You'll just sit down, figure out what it is that's, going to happen, and write your darkest fantasy, and it won't come true. Thank you. It's a magic spell. Thank you. Hello to Laura too. You're really one of my favorite writers, and Suspicious River is one of my favorite books ever. We are friends, so maybe that's why. I could say what Séverine said. It's still getting to me. It has a strong impact on me because to have the possibility to get into the life of this girl and to understand what she was going through, that her life was worth being told, being understood, and not judged. And the way we could see her, it was a bit desesperating? No, I don't know. Despairing to see her getting into this violence, but at the same time, it was strong for me that this life was worth being told. But why was it important for you to write about her? Because I think it was one of your first books, at least you. And how did this story came to you? It's I really don't know. It's the first novel. Well, I mean, there had been different versions of that novel that I'd been working on a little bit now and then, and they were wrong. So the character of the mother in the story, that had been the point of view for a long time, and then 400 pages later, I thought, oh, this should be from the point of view of the daughter. So I don't really know. I mean, it's not. I think that there may have been an actual situation that I must have known about in high school, because now I've been reading about a young woman in a town very close to where I grew up, to whom similar things to. But I have no recollection of knowing about that in high school or having based the story on that. But I've had only recently, because it's kind of come to, there have been magazine articles about it, and it's just sort of been. People are interested in it now for some reason. So because in the U.S., I don't know about here, but all the true crime podcasts and after Serial, and it was just, everyone is just dragging up every true crime that ever happened, and so that's one of them. And so people have asked me, they've said, "Did you base that on this woman?" And I said, I don't have any conscious memory of, but there are a lot of. But there, again, it's like maybe it was somewhere in my head. I really felt in some ways that the reason I wanted to write that novel is I really wanted to write about autumn. I wanted to write about fall, and I'd written a lot of poems about it. I wanted to set something. I was just like, tell me what this season, what happens to someone in this season that represents the season and affects the, but that, I after a while, I left that behind, and I was just writing, trying to figure, I didn't know from one day to the next where it was going, and I don't know why I wrote it. Thank you so much for asking and for caring and for letting it. On peut prendre une dernière question? Oui, monsieur.
Bonjour, cette fois, ça sera une question pour Lola Lafont. Justement, je ne sais pas si je ne qualifierais pas du tout vos personnages d'antipathiques, mais ni sympathiques non plus d'ailleurs, mais enfin en tout cas très attachants. Et notamment, j'aimerais rappeler qu'au-delà des 2 titres les plus connus qui vous ont fait connaître, en tout cas La Petite Communiste, etc., qui n'est pas mon préféré, mais tous vos premiers romans parlent de révolte, et les personnages sont quand même extrêmement ancrés dans une société qui les étouffe. Et il a été dit, enfin j'ai lu au moment j'ai vu passer sur les réseaux sociaux et autres des petites allusions au moment du début du mouvement des Gilets jaunes sur nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, qui est un très beau titre, et dans lequel roman il y a effectivement des choses qu'on pourrait penser, imaginer prémonitoires, même si toute chose égale par ailleurs. Et j'aimerais juste avoir votre avis sur les chemins peut-être un peu inattendus ou détournés que peut prendre la tempête aujourd'hui. Vous voulez que je commente ce qui se passe vraiment en vrai ou... Par rapport à la révolte des personnages, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent correspondre ou d'autres qui ne correspondent pas, quoi. En fait, c'est drôle que vous me disiez ça parce qu'effectivement, j'ai reçu, c'est super beau, j'ai reçu plein de photos via les réseaux sociaux, une banderole magnifique. Franchement, je pense que c'est unique quoi, pour moi comme expérience de voir « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce » comme banderole. Je la garde, quoi. Je me dis, mais quand tu seras vieille, tu regarderas ça, tu feras c'est incroyable, quoi. Enfin... Je l'ai vu plusieurs fois, donc à chaque fois, ça me fait vraiment drôle. Et je vais pas vous faire genre c'est la plus grande récompense, mais quasiment, parce que les mots se réapproprient et c'est magnifique. Et ça me touche d'autant plus que, alors encore une fois, les personnages dans Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce ne sont pas en révolte, au départ c'est l'inverse, ils sont immobiles, c'est-à-dire il y a une ancienne danseuse qui ne danse plus, une fille dont le cœur ne va pas très bien, et finalement c'est celle qui est complètement circonscrite par plein d'injonctions plutôt psychiatriques, qui va mettre le feu au sens symbolique et pas que, et qui va réveiller. C'est la princesse charmante, quoi. En fait, elle arrive et puis elle change les choses. Et alors. En revanche, quand on me dit c'est prémonitoire, j'ai envie de dire mais non, parce que ces choses-là arrivent réellement tout le temps, depuis des siècles. C'est-à-dire que le fait qu'à un moment donné, je raconte un Paris insurrectionnel et puis des personnes qui se regroupent sans trop savoir pourquoi, mais qui ont le besoin de se regrouper, c'est pas maintenant, ça a été, ça sera. C'est comme ça. C'est un besoin de mouvement, de se parler, etc. Donc j'ai envie de dire que moi, c'est pas de l'actualité, dans le sens où, quand il est sorti, on m'a parlé des indignés, donc c'est marrant, hein, c'était déjà... non. C'est peut-être le problème de cette société, de s'apercevoir à chaque mouvement, de faire comme si chaque mouvement était le premier, comme s'il n'y avait aucune mémoire. C'est-à-dire, ah là là, on n'a jamais vu ça. Bah si, on a déjà vu ça, en fait. On a déjà vu ça et on va le revoir, en fait. Mais en termes de personnages, je pensais à ce que disait Laura sur vivre avec ses personnages. Alors c'est une petite anecdote, mais ça m'a beaucoup frappée. Quand les oiseaux sont sortis, je suis rentrée dans une boulangerie. Comme vous savez, à Paris, il y en a beaucoup. Et d'un coup, la jeune boulangère me regarde avec des yeux exorbités, comme ça. Alors je me dis, oh là là, elle va se trouver mal. Et elle me dit, c'est moi, la petite fille au bout du chemin. Donc elle me dit, c'est moi, le personnage. Et là, je me suis dit, pas de chance, tu es rentrée dans la boulangerie où la fille était frappée. Et en fait, non, enfin, c'était très beau. On a parlé, elle se sentait comme ce personnage, mais ça m'a frappée parce que c'est le personnage le plus instable, on va dire. Bon, et ben voilà, ce qui m'a touchée pour revenir à la banderole, etc., c'est la façon dont, non, en fait, elle s'est réappropriée le personnage totalement. La banderole s'en fiche complètement, peut-être du roman, j'en sais rien. C'est la vie d'un roman, en fait. Hein. C'est dans le meilleur des cas. Enfin, tout ça pour dire, en fait, parce que je me rends compte, c'est pas très cousu, mais moi, je pense qu'on ne devrait pas interviewer les auteurs. Non, mais c'est vrai. Je pense que les romans c'est ça pour nous, et je pense qu'on est vraiment d'accord avec Laura, c'est que we agree that authors are not interesting. I mean, the novels are.
our novels, I mean, on est forcément décevant, j'espère, par rapport au roman, et on a mis le meilleur, et là... Vous savez ce que disait Isaac Bashevis Singer, le prix Nobel? Mais c'est vrai, quand j'ai quand même. vraiment faim, c'est le pain qui m'importe, c'est pas la vie du boulanger. Je trouve ça Exactement. parfait. Mais c'est parfait. Je vous propose de terminer belle fin. avec un dernier mot de Laura. Oh, I was just going to say, about the bread. Don't go back to that bakery. It's very frightening, right? You're the most unstable character in your book says, I am that character. You are, that's not, that's a bad omen. Too invested in you. Thank you so much. On va se quitter sur le... Merci à tous.